Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. À l'occasion du 1er mai, fête du travail et journée internationale des travailleurs, nous avions envie d'aller titiller ce sujet qui nous concerne tous, le travail, ses enjeux et bien sûr ses évolutions. On vous parlera évidemment d'entrepreneuriat, de valeur travail et donc évidemment de rémunération, de changement des modes d'organisation et de réorganisation post-Covid. Bref, on va essayer de dresser un panorama le plus honnête et le plus précis possible des réalités du monde du travail à Paris, en Ile-de-France et bien sûr sur tout le territoire national. Et on le fera avec nos excellents invités en plateau. On continuera à parler d'économie avec un lieu unique en Europe, le premier musée européen dédié aux questions économiques. Il est niché dans le magnifique hôtel Gaillard, c'est Citéco et s'y tient en ce moment même une exposition qui va nous donner à réfléchir sur le management et ses évolutions récentes. Allez hop au travail, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Les tours de la Défense qui se vident sont sans aucun doute l'un des symboles des mutations du travail en Ile-de-France. Une mutation qu'on a pu voir bien sûr après cette période Covid dont on a beaucoup parlé. Le taux de vacances des surfaces est passé de 5% avant la crise Covid à 15,4% à la fin de l'année 2023. Les projets immobiliers eux aussi reculent. En 2024, les surfaces de bureaux ne représentaient que 8% des chantiers. C'est la face un peu immergée de l'iceberg. Elle cache bien sûr des réalités plurielles, complexes sur les mutations des organisations, les problématiques de recrutement, la question de la rémunération, sans même parler de la quête de sens. Nos excellents invités sont là pour nous aider à démêler ce sujet aux enjeux épineux. Vous allez voir, on va en discuter avec eux. Antoine Fouché, vous êtes président du cabinet Quintet, ancien directeur du cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail, auteur de Sortir du travail qui ne paye plus. C'est aux éditions de l'Aube. Julien Leclerc, chef d'entreprise, auteur de Recherche désespérément salariés aux éditions Fayard. Valran Moulray-Berthaud qui nous rejoindra en cours de route. Vous le connaissez, messieurs. Il est cofondateur du média Le Crayon. Je vais rembobiner un petit peu, si vous le voulez bien, pour évoquer les bouleversements liés au Covid. C'est pas très original, mais ça nous dit quelque chose quand même du monde du travail et de la réorganisation qu'ont connue les entreprises. C'est vrai qu'on a vu les entreprises françaises se réorganiser pour faire face à cette crise, les salariés se remettre en question, s'interroger également sur ce fameux rapport entre vie pro et vie perso. Selon vous, quels sont les enseignements majeurs qu'on peut tirer de cette période post-Covid? Antoine Fouché, on commence avec vous. C'est une question très large. Les enseignements majeurs, c'est que, je citerai sur un point en fait, pour peut-être paradoxal, c'est que le Covid n'a rien changé, mais a tout accéléré. C'est-à-dire que toutes les tendances de fond que vous avez évoquées, le télétravail, la quête de sens, le problème du travail qui ne paye plus au sens où qui ne permet plus d'améliorer son niveau de vie année après année, tout ça était déjà là avant le Covid. Et en fait, le Covid fait qu'on vit en 2025 ce qu'on aurait peut-être vécu dans le rapport au travail, dans la rémunération du travail et dans le télétravail en 2030. Donc ça a été un accélérateur. Ça a été un accélérateur, mais il a, me semble-t-il, rien d'introduit de nouveau au sens où il n'y a rien qu'on vit sur le marché du travail qu'on ne vivrait pas s'il n'y avait pas eu le Covid. Voilà. On a vu les entreprises mettre en place de nouveaux modes de management, basculer dans le très à la mode esprit Startup Nation, les baby-foot, les machines à bière, le télétravail à gogo, le management moderne, en tout cas plus souple. Ça marche ou est-ce qu'on est quand même en train de revenir ? Ça marche, en tout cas, c'est la direction dans laquelle il faut aller. J'aurais dit à peu près les mêmes mots qu'Antoine pour répondre à votre question. Ce qui a été hyper intéressant quand j'ai écrit mon livre, c'est sur la partie enquête, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait des articles d'une modernité incroyable qui avaient été publiés dans les années 70. Donc tous ces sujets du sens, des nouvelles générations qui veulent travailler autrement, de l'équilibre vie pro, vie privée, ils existaient déjà. Il y a 50 ans, on en débattait déjà. Là, ce qui a été évidemment très accélérateur, c'est qu'on a quand même des filières qui étaient déjà en grande difficulté de recrutement, qui ont été encore plus en difficulté en post-Covid, et donc de manière très concrète, loin des idéologies, des chefs d'entreprise qui, de toute façon, sont obligés d'avancer et de transformer leur boîte pour pouvoir attirer. Est-ce qu'on avance dans la bonne direction? C'est ça la question sous-jacente. En tout cas, on avance dans la direction dans laquelle il faut avancer. Est-ce que c'est la bonne? Oui, je pense qu'il y a des métiers qui avaient besoin quand même de se remettre en question sur leur mode de management. Moi, j'ai repris un resto en 2020, parce que je suis particulièrement... j'ai le nez fin quand il faut investir. Et donc, j'ai connu les grosses difficultés... Sans ironie, bien sûr. Sans aucun deuxième degré, jamais. Je pense que la restauration paye sans doute des décennies à avoir pas très bien traité les gens, notamment en cuisine. Donc, que ce métier-là, par exemple, que j'adore...
et que j'estime profondément se remettre un peu en question dans la façon de traiter les gens, c'était pas une mauvaise chose. Oui. Bon, c'est un métier où on ne connaît pas le télétravail. Le télétravail, justement, c'est aussi une grande nouveauté. En tout cas, il a pris de plus en plus de place dans cette période post-Covid. On a été obligé, puis on a essayé de le pérenniser ensuite. Antoine Fouché, est-ce que c'est finalement profondément antinomique ? Le télétravail et le travail, non. Je pense que pour tous ceux qui le peuvent, le télétravail, c'est un progrès, on ne reviendra pas dessus. Ce qui me fait dire ça, et pour aller dans ce que prolonger ce que vient de dire Julien, c'est que il y a les situations de pénurie, elles sont, me semble-t-il, pas liées au télétravail, elles sont liées au fait de pénurie de main-d'œuvre, elles sont liées au fait que la population active en France, pour la première fois depuis 1945, elle n'augmente plus. Ce qui veut dire, et ça, on n'a jamais vécu ça. C'est démographique. C'est encore plus puissant que statistique, au sens où encore plus inévitable que statistique. Il y a, si on prend les ordres de grandeur, et chaque année, depuis 2 ans maintenant, il y a 800 000 personnes qui quittent le marché du travail pour partir à la retraite, 700 000 qui sortent des études pour arriver sur le marché du travail, et 150 000 immigrés. Donc ça fait 850 versus 800. Quand on prend tous ceux qui arrivent versus ceux qui sortent, ça fait 50 000 personnes de plus, maximum, sur le marché du travail. Dans les années 2000, il y en avait 200 000 de plus, et dans les années 2010, il y en avait 100 000 de plus. Donc ça veut dire que, même quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'augmentation du chômage, parce qu'il n'y a pas besoin de créer des emplois pour faire refluer le chômage, puisqu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et 2, ça veut dire que les boîtes, nos boîtes, sont obligées de s'adapter aux exigences des salariés, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Enfin, je veux dire, c'est les salariés ou les exigences des salariés. Généralement. Qu'on soit d'accord ou pas avec les tendances de fond, parce que si on ne s'adapte pas, les salariés sont en position d'aller voir ailleurs. Position dominante, évidemment, sur ce marché du travail. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend, mais globalement, oui, plus qu'il y a 5 ans, partout, dans tous les territoires, sur tous les niveaux de qualif, et dans tous les secteurs et toutes les tailles de boîtes. Il y a un chiffre qui montre ça. Le dernier chiffre que je citerai, c'est depuis 3 ans, il y a 2 millions de salariés par an qui démissionnent de leur CDI. Donc 2 millions, plus les 600 000 ruptures conventionnelles. Et ces 2 millions de personnes qui démissionnent, on n'a jamais vu, dans toutes les stats sur les démissions de CDI en France depuis qu'on les fait, on n'a jamais vu ça. Et surtout, il y a 86% des gens qui retrouvent un autre CDI au bout de 6 mois. Donc les gens ne démissionnent pas pour aller à la piscine, ils démissionnent quand ils ne sont pas contents de leur boulot pour aller bosser ailleurs. Et c'est ça qui fait que les entreprises... à améliorer leur qualité de vie au travail. Exactement. Et donc si les boîtes ne le font pas, par exemple en acceptant certaines conditions de télétravail, quoi qu'on pense du télétravail, si vous ne faites pas ça, vous risquez de voir partir vos meilleurs talents. Et ça coûte très cher finalement. Parce qu'on sait que la phase de recrutement, de transition, former un salarié, ça peut coûter de l'argent aux boîtes. Et surtout, c'est une spécificité européenne et française, et les Américains ne sont pas dans la même situation, parce que, notamment grâce à l'immigration, ils n'ont pas de pénurie de main-d'œuvre, ou beaucoup moins, ils ont beaucoup moins que nous, et donc ils peuvent se permettre de faire comme certains GAFAM ont fait, en disant maintenant le télétravail c'est fini, si vous n'êtes pas content, vous allez bosser ailleurs. Mais une boîte française qui fait ça, elle perd la moitié des gens, ou je ne sais pas si c'est un moitié ou un tiers, et elle ne peut pas se le permettre. Aux US, vous pouvez vous permettre plus, perdez une partie, mais vous pouvez vous permettre plus, parce que vous retrouvez d'autres gens que vous pouvez embaucher, qui sont talentueux aussi. La pénurie de main-d'œuvre en France, elle est endémique, systémique, elle va durer, et donc ça oblige les entreprises à s'adapter, qu'elles le veuillent ou non, aux exigences des salariés. Ce qui fait aussi que la période est passionnante, et ça n'a jamais, en un sens, été aussi intéressant de créer des boîtes, de développer un business, parce que ça n'a jamais été aussi difficile. Donc quand on aime les défis et les challenges, s'adapter à des tendances de fond, qu'on a un peu de pif là-dessus, etc., c'est vraiment une super époque pour développer des business. Je suis complètement en phase. Ce qui est, comme plein de sujets, il est traité de manière très binaire la plupart du temps. D'un côté, vous avez tout un tas de gens qui disent « mais plus personne veut bosser dans ce pays, la valeur travail se perd ». Est-ce que c'est vrai ? Ça existe. Bien sûr que c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans ce pays, qui comptent chaque heure travailler pour savoir combien de droits au chômage ils ont acquis. Oui, ça existe. Comme de l'autre côté, vous avez des gens de l'autre bord qui vont vous dire « mais les patrons ont qu'à mieux se comporter, mieux payer, mieux rémunérer, mieux traiter ». Attali sera sans doute de ce bord-là, visiblement, désormais, en disant que les entrepreneurs sont affreux et des dictateurs. Ça existe aussi. Il y a des patrons qui se comportent mal, mais l'immense majorité, elle n'est pas là-dedans, et elle est passionnante. C'est qu'en vrai, d'abord, quoi qu'on en pense, idéologiquement, c'est là.
Et donc oui, quoi qu'on en pense, on a plus d'1 million d'emplois à pourvoir en France qui ne trouvent pas preneur. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Oui, et je suis convaincu, j'ajoute juste une chose, c'est que je pense que les solutions sont là. Il y a beaucoup d'outils à notre disposition qui nous permettent d'essayer des choses. Moi, j'avais un resto qui est quand même vraiment l'un des secteurs les plus en tension de France, et de manière historique, et d'ailleurs pas qu'en France. Ça va pas s'améliorer. C'est un sujet qui est en tension. La période estivale. Oui, bah là, on va revenir en plein dedans avec la saison d'été, effectivement. On a trouvé des solutions. On a essayé, on a testé plein de choses, et on s'est retrouvé avec des listes d'attente. Donc c'est possible. C'est des sujets de concurrence. J'ai pris des salariés certainement qui auraient travaillé ailleurs, mais c'est possible. Nous, on s'en est sortis. Donc je pense que ça vaut le coup de sortir des idéologies, de se dire de toute façon, je dois le faire. Donc comment je transforme le vivre au travail pour essayer d'attirer, de fidéliser? Il y a des solutions, elles fonctionnent. Et je pense que le sujet est passionnant parce qu'il questionne vraiment sur la place du travail dans nos vies. Vous avez parlé de concurrence. C'est vrai que le marché du travail, comme beaucoup de marchés, est un marché concurrentiel. Il y a une offre, il y a une demande. On remarque quand même qu'il y a une inadéquation entre cette offre et cette demande qui, évidemment, se matérialise au travers des sujets qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi un peu de formation? Si, bah évidemment. De toute façon, tant qu'on continuera à former 3 comptables par an et 10 000 journalistes, il y aura trop de journalistes et pas assez de comptables. Pardon, je prends le métier de journaliste parce que c'est le métier le moins en tension. C'est une balle perdue. Pas du tout, mais c'est le métier le moins en tension de France. C'est réel. Et moi, je travaille dans les médias. Et donc, ça faisait 15 ans, je dirige des boîtes depuis 15 ans, ça faisait 15 ans, moi, quand je mets une annonce sur mon LinkedIn pour travailler dans mon agence de presse, à Astafort, tout petit village du Lot-et-Garonne. Vous nous raconterez cette aventure où vous avez choisi de quitter Paris. Absolument. J'ai 250 candidatures en une semaine avec juste un post LinkedIn. Et là, je reprends un resto, alors en plus vraiment au mauvais moment, et j'ai personne. Et donc oui, journaliste, je savais que ça existait, on me le disait qu'il y avait des tensions. Mais vous savez, je ne le vivais pas. Alors comme on est tous un peu égocentrés, ce qu'on ne vit pas, c'est un peu loin de nous. Et il y a bien sûr un problème de formation, il y a un problème d'orientation des jeunes. L'orientation aujourd'hui, elle est très subie, elle est choisie par les profs, par les parents, très peu par le jeune. Et même si elle est choisie par le jeune, elle est choisie avec quelle expérience de la vie professionnelle, avec 1 ou 2 stages d'une semaine, souvent faits chez des copains. C'est difficile de faire le choix d'une vie professionnelle. Il faut qu'on travaille vraiment à 16 ans, 17 ans. Mais bien sûr, alors il paraît qu'il y a une certaine Elisabeth Borne qui a proposé de le faire en maternelle il n'y a pas très longtemps. Ça va être joyeux. Il faut en tout cas qui puissent faire leur choix en connaissance de cause et donc avec plus d'expérience de ce qu'est l'entrepreneuriat et la vie de l'entreprise. J'aimerais qu'on prenne l'exemple d'une actualité avec justement ces membres du cabinet EY qui exigent un retour à la semaine de 48 heures. Oui, une semaine de 48 heures, je ne me trompe pas. On le voit aussi, ce travail à l'ancienne, et vous l'avez dit, ces anciens modes de management hérités d'une vision assez archaïque, et puis c'est vrai, il faut le dire, assez verticale aussi du monde du travail. Ça annule toute vie personnelle, ça ne plaît plus, ça ne fonctionne plus. Pourtant, c'est quand même des jobs qui faisaient rêver. On pensait à ces métiers qui étaient ultra concurrentiels, dans ces tours de la défense, où on pouvait dire, oui, je fais partie d'un des cabinets de conseil, du Big Four. Aujourd'hui, ça fait plus du tout rêver. Beaucoup, plus du tout, je sais pas, mais beaucoup moins. Enfin, ça fait rêver, mais ça fait rêver comme une porte d'entrée derrière pour une très belle carrière. Mais le job en lui-même fait plus rêver. Oui, mais même porte d'entrée pour une très belle carrière, je pense que c'est ça qui est. C'est parce que c'est plus vrai que ça fait plus rêver. C'est-à-dire, si c'était encore, si en allant chez EY ou ailleurs, ou dans les métiers, disons, très bien rémunérés, ou avocat d'affaires, ou voilà, parce que vous avez ça aussi des cabinets d'avocats qui vous expliquent qu'ils ont des jeunes avocats, au bout de 5 ans, on va essayer de les faire évoluer, etc. Et je dis, non, mais moi, je veux pas de ta vie. Donc, c'est assez compliqué, y compris à ressentir à 45 ans, on dit non, je veux pas te ressembler, alors qu'on a l'impression de lui faire plutôt une promotion et une faveur et une forme de reconnaissance. Moi, j'ai une explication là-dessus, je sais pas si elle est suffisante, à mon avis, elle contribue, c'est que même pour ces gens-là qui sont bien rémunérés, on parle de salaire d'embauche autour de 3-4 000 euros net par mois, et on est très vite à 7 000 euros, 7-8 000 euros net par mois au bout de 5 ans, même avec ces salaires-là, nous dit l'INSEE, depuis 15 ans, vous améliorez plus votre niveau de vie. Ça, c'est la thèse. Ou pour le dire autrement, si on prend EY parce qu'ils sont à la défense, si vous n'êtes pas héritier, même en étant consultant brillant, diplômé d'HEC, d'une école américaine et que vous êtes chez EY, si vous n'êtes pas héritier, vous ne serez jamais propriétaire à Paris. Pardon, mais c'est hyper violent. Oui, mais c'est la réalité et ils le savent, ils le voient. C'était pas le cas pour leurs aînés
il y a 20 ans. Alors pourquoi? Parce qu'on payait vraiment mieux? On ne payait pas vraiment mieux? Non, parce qu'il faut, aujourd'hui, alors c'est Paris, mais ils sont que dans, les pauvres, on va pas parler que d'eux, mais les grands cabinets de conseil, ils sont essentiellement dans les métropoles et dans les métropoles internationales. Donc là à où Paris, le coût de la vie est très élevé. Ce que je dis, exactement. Et à Paris, il faut travailler à peu près 2 fois, 2 à 2,5 fois et demi, plus longtemps aujourd'hui qu'il y a 20 ans pour avoir le même appartement ou la même maison. Donc il y a des questions de coût de la vie, évidemment, mais il y a aussi des enjeux. De ce que rapporte le travail. C'est-à-dire ça peut avoir du sens de travailler plus de 48 heures par semaine et de se dire à 40 ans, je vais travailler beaucoup comme mon boss, etc. etc. Si on se dit, mais au bout de ça, j'ai un bel appartement dans un quartier que j'ai choisi à Paris, ça a beaucoup moins de sens si même si vous faites ça, vous n'aurez pas l'appart. Voilà, vous n'aurez pas l'appart. Et encore une fois, chacun peut faire le calcul. À 10, 12 000 euros le mètre carré à Paris, vous gagnez 6 000 euros, on vous en prend 2 000 en impôts, ça fait que vous avez une capacité d'épargne de 1 500. Bah, vous faites le calcul, vous n'achetez pas, vous achetez 40 mètres carrés au bout de 10-15 ans, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfant. Voilà. Ce qui est intéressant aussi... Je ne veux pas faire pleurer sur les consultants d'EY, pardon, mais je pense que l'explication, c'est... Enfin, évidemment, ça ne concerne pas ce métier-là. Quand on dit 4, 6, 5, 6 000 euros là-dessus, imaginez pour les gens qui sont au salaire médian à 2 091 euros net par mois. Imaginez pour eux. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a aussi des alternatives au travail, que sont le chômage, l'inactivité, la retraite, qui viennent finalement entrer en ligne de compte et qui, dans le choix qui nous est fait, on se dit, j'ai plus trop de raison d'aller travailler. Ça va jusque-là ou disons que c'est des considérations qui peuvent entrer en ligne de compte à certains moments de vie? Ça rentre en ligne de compte, me semble-t-il. C'est là, pour le coup, vraiment, si les sacrifices que vous faites ont moins de sens parce qu'ils ne vous permettent pas d'accéder à ce à quoi vos aînés ou vos parents ont accédé, c'est rationnel. Je pense qu'on ferait tous la même chose, tous ceux qui nous écoutent, nous, au bout du sacrifice, il n'y a pas le résultat, il n'y a aucune raison de faire le sacrifice. Et donc, me semble-t-il, moi, c'est la raison principale, peut-être pas la seule, mais la principale, qui fait qu'il y a aussi un réinvestissement de l'équilibre vie pro, vie perso, parce que, pour le dire de façon très simple du point de vue de l'individu, si le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, le travail ne sera pas central dans ma vie. Ou en tout cas, il ne sera pas central comme il a été central dans la vie de mes parents. Ce qui est intéressant, et ce que ça dit aussi, c'est que si le travail ne paye plus, en tout cas ne paye plus suffisamment... Au sens, il ne permet plus d'améliorer son niveau de vie, alors ça veut dire qu'il faut que l'épanouissement au travail et la quête de sens, qui est souvent plébiscitée par les salariés, soit maximale. Ça veut dire que là, il faut que ça soit... J'ajoute un sujet, pardon, au risque de tomber dans les caricatures, mais il y a quand même un différentiel. Alors, ça fait très longtemps qu'on le dit, et ça énerve toute une classe politique, mais qui est réel entre le fait que je travaille et que je ne travaille pas. Moi, je l'ai vécu de manière hyper concrète dans mon resto, où on a toujours décidé de ne pas faire de blagues. Quand j'ai pris parfois des renforts en extra en cuisine, par exemple, sur un week-end, le premier week-end, il me dit OK, le deuxième week-end, il est venu me montrer, il m'a dit, mais en fait, je ne viendrai pas, Julien, parce que j'ai gagné 150 balles en travaillant tout le week-end chez toi et j'ai perdu 300 balles de chômage. Donc ça, c'est réel, ça existe aussi et ça fait aussi la balance. Il y a une vraie différence quand même. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté Paris. Hein. J'ai 14 mètres carrés Gare de l'Est pour exactement le même prix que 250 mètres carrés et 5000 mètres carrés de jardin. Arrêtez, c'est très douloureux. Dans mon Lot-et-Garonne. C'est très douloureux. J'adore Paris, hein, mais je veux dire... Ça fait très mal. Ça... Vous avez choisi cet exode urbaine. Oui, vous parce êtes assez représentatif. Enfin, mais comme plein d'autres gens, et d'ailleurs le Covid est largement venu, notamment chez les cadres, accélérer ça. J'ai une facilité pour recruter que j'avais peut-être pas il y a 10 ans, parce que ce discours-là, il est dans l'air du temps. Mais ça c'est une vraie réponse. C'est-à-dire que oui, ça donne du sens il y a moins besoin de gagner sa vie en plus. Moi, je trouve ça dingue qu'on soit soumis aux mêmes réglementations en question de salaire On peut peut-être parler de l'exemple de l'entreprise Michelin qui a mis en place ce qu'on appelle un salaire décent qui est finalement indexé sur le coût de la vie. Sur le lieu de vie des salariés. Ça a vachement de sens. Moi, qu'on ait la même grille salariale pour des salariés. Moi, j'ai 10 salariés à Paris qui sont en télétravail. Ça vous ferait revenir à Paris ? De gagner beaucoup mieux ma vie ? Ouais. Non, parce qu'il y a, on parle... On va jamais y arriver. Hein. On parle Pardon. Il y a un truc dans notre métier. Il y a une énergie à Paris que vous n'avez pas ailleurs. Ça, c'est plutôt positif, ça. Mais bien sûr, il y a un dynamisme, il y a des gens incroyables, il y a un truc qui se passe. Après. De l'autre côté,
il y a une facilité de vie. Enfin, vous parlez des mots, mais c'est pas que le coût. C'est une place à la crèche, c'est facile. C'est aller chercher ses enfants j'ai Francis à l'école Cabrel aussi. quand je vais faire mes courses à Intermarché à Stafford. ça n'a pas de prix, par exemple. Ouais. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc non, et je crois que ce discours-là, il prend de plus en plus de place. Et oui, pour répondre à votre question sur l'argent est complètement revenu sur le dessus de la pile, pour le coup, depuis l'inflation, depuis 2022, depuis le début de la guerre. Ça faisait quand même quelques décennies que toutes les études montraient que l'argent était devenu un peu secondaire dans les critères de bonheur au travail. C'est vrai ? Plus du tout. Là, pour moi, c'est complètement revenu. Et c'est vrai, quelles que soient les populations. Moi, j'ai travaillé avec des populations très différentes, professions intellectuelles d'un côté et profil peut-être un peu plus chaotique de l'autre côté. C'est vrai des deux côtés. L'argent est revenu sur le dessus de la pile et c'est un sujet vachement compliqué. D'abord parce que les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'augmenter les salaires. Et deux, je pense que c'est une course sans fin. Et là, je rejoins ce qu'Antoine vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que l'argent qu'on gagne en plus, on le dépense. Et donc ça ne suffira jamais de toute façon. Et tout ce qui est épanouissement, sens, qualité de vie, respect, etc., ça aura toujours beaucoup de place et je pense de plus en plus. Et pourtant, il y a quand même des gens qui se lancent aujourd'hui, qui font le choix de l'entrepreneuriat dans des villes comme Paris et dans des régions comme l'Île-de-France, où on le sait, il y a des contraintes finalement qui sont majeures, avec un coût de la vie et un coût finalement de départ qui est très élevé. Est-ce que ça reste finalement... Ah bah, Valran Moulay-Bourteau vient de nous rejoindre en plateau. Merci beaucoup d'être avec nous, pas de souci. Cofondateur du média Le Crayon, vous arrivez pile au moment où on parle d'entrepreneuriat, ça ne s'invente pas. Une question quand même, Antoine Fouché. Est-ce qu'aujourd'hui c'est courageux de se lancer? Est-ce que c'est malin parce que finalement, comme le travail ne paye plus, en tout cas quand on est salarié, alors c'est une manière de contourner un peu le système, ou est-ce que c'est carrément suicidaire? Non, c'est pas suicidaire. Je pense que c'est courageux et c'est malin, les deux. Un chiffre qui est encourageant là-dessus, c'est les chiffres de l'INSEE de création d'emplois depuis 20 ans. On ne le sait pas trop, mais depuis 20 ans, la première source de création d'emplois dans le pays, alors d'emplois à plein temps, je ne parle pas de petits jobs de 5 ou 10 heures par semaine ou par mois, d'emplois à plein temps dont on peut vivre, c'est pas les CDI, c'est pas les CDD, c'est pas les fonctionnaires, c'est les indépendants. Les indépendants, par nature d'emploi, c'est la première source de création, le premier statut qui est choisi par les nouveaux travailleurs. Et ça veut dire que, a été intégré le fait que dans le travail qui ne paye plus, l'une des raisons, pas la seule, mais une des raisons, c'est le niveau de charge. Et vous avez 15% pour un net équivalent. Vous avez 15% de différence entre un indépendant et un salarié. Donc, si vous faites le même chiffre d'affaires, vous gagnez la même chose. Vous avez 15% de plus en étant indépendant. Et c'est quand même courageux parce que oui, quand vous êtes indépendant, il faut aller chercher les contrats et il y a des mois ou des années ou des semestres ou des trimestres, vous en avez moins. Donc, il faut être capable de réduire sa rému ou d'avoir mis de côté pour... voilà, il ne faut pas avoir peur du stress, il ne faut pas avoir peur du risque, il faut être prêt à rebondir si jamais ça ne marche pas. Tout ça, mais si... donc il faut une forme de courage pour faire ça, c'est vrai, et une acceptation du risque, mais d'un point de vue financier et d'un point de vue même presque existentiel, c'est malin parce que pour le même travail, vous gagnez plus, et quand vous êtes indépendant, pour la plupart, pas tous, mais vous êtes votre propre chef, donc vous êtes plus autonome. Et là, on n'est plus dans les sujets justement de management qu'on évoquait tout à l'heure. Quand vous êtes autonome, c'est plus facile de choisir votre temps de travail, l'organisation vie pro, vie perso, même si quand on est entrepreneur au début, on est en principe plus libre. On est en principe plus libre. En moyenne plus libre. Voilà, en moyenne plus libre. Pour moi, il y a aussi une révolution culturelle de ce point de vue-là, parce qu'on voit qu'il y a dans les indépendants qui représentent à peu près 12,5% des travailleurs en France, 30% chez les moins de 30 ans. Donc il y a aussi un mouvement culturel de ce point de vue-là. Et j'entendais un peu hors du plateau que vous parliez de justement en fait ces changements par rapport au rapport à l'indépendance, par rapport au travail et tout. Il y a aussi que le critère de rémunération qu'on dit souvent qu'il a baissé, que c'est pas aussi important que prévu. Je pense qu'il est important, mais qu'il y a aussi cette question, on va dire, de respect de la chaîne de hiérarchie, c'est-à-dire le fait de pouvoir être son propre patron, ou en tout cas d'avoir des patrons qui n'ont pas l'air de nous imposer. Le fait en tout cas d'être patron de sa propre carrière. C'est ce que vous avez mis en place au Crayon ? On essaye le plus qu'on peut parce que c'est toujours difficile. Mais il y a quand même une hiérarchie, non ? Il y a une hiérarchie, évidemment, mais de plus en plus, on essaie de faire en sorte que les gens travaillent leur sujet en indépendance. Nous, on a évidemment différents types de travailleurs qui sont chez nous, et tous ne répondent pas forcément à des chaînes hiérarchiques similaires. Il y a des chaînes hiérarchiques qui sont très claires. Je prends l'exemple d'un monteur vidéo. Un monteur vidéo, il est quand même toujours piloté par le rédacteur en chef, parce que le rédacteur en chef sait ce qu'il veut voir à la fin dans le contenu. Ça a du sens. Exactement. Mais nos consultants en relations presse, par exemple dans notre agence Le Surligneur, les consultantes sont indépendantes,
totalement du travail. Alors évidemment qu'il y a de la hiérarchie pour piloter l'activité, mais ce sont des gens qui sont très capables d'aller elles-mêmes créer de la progression, créer de l'apprentissage. C'est quoi le mot pour ce mode de management ? Les Américains appellent ça le lean management, mais j'aime pas du tout l'expression parce que je trouve que c'est un truc qu'on a voulu un peu mettre tout dedans. Moi, je pense surtout qu'il y a en fait vraiment une responsabilisation sur la carrière des gens. Les gens sont capables d'avoir de l'ambition. Alors, si on les choisit bien à l'entrée d'entreprise, évidemment, mais ils sont capables d'avoir de l'ambition. Et beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises qui ont des marges faibles, sont tellement cadrées pour réussir à dégager des bénéfices que du coup, ils bloquent les salariés dans leur progression. Ça vient illustrer, en fait, il y a une aspiration à la liberté qui est de plus en plus présente dans toutes les catégories de population, qui est quand même un des mots-clés de l'entrepreneuriat. Si on est chef d'entreprise, on a quand même plein d'emmerdes. Si on aime profondément être chef d'entreprise, c'est pour cette liberté-là. Je ne sais pas si on en profite suffisamment, et je pense qu'il y a peu d'entrepreneurs qui finalement s'autorisent, par exemple... En tout cas, on sait dans les premières années d'exercice, ça peut être évidemment des périodes qui sont très rock'n'roll. Les premières années, il faut réussir à se payer. Et puis oui, à quel moment je m'autorise, tiens, j'ai pas envie de bosser ce matin, bah je bosse pas. Je sais pas si beaucoup le font. Pour moi, mais en tout cas, alors ça reste chez les indépendants que chez les entrepreneurs d'ailleurs ça. Enfin les entrepreneurs qui ont des salariés sont beaucoup plus dans un modèle salarié eux-mêmes que les indépendants qui eux pour le coup peuvent avoir une liberté géographique, d'horaire et ce que vous disiez précédemment. Et d'ailleurs c'est parfaitement illustré par quelque chose, c'est qu'on a un refus de CDI qui est de plus en plus présent, il y a beaucoup de témoignages de chefs d'entreprise sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a plein de salariés qui, au moment de boucler le recrutement, nous disent en fait, moi j'ai peur du CDI, j'en veux pas. C'est dingue. Et c'est vrai sur des métiers. C'était le Graal il y a encore c'était le Graal, 5-10 ans. Et c'est un reproche que les syndicats, la CGT en tête, ont beaucoup fait aux chefs d'entreprise. Franchement, aujourd'hui, on pourrait presque leur faire le reproche à eux, c'est de dire bah c'est plus de notre faute. C'est pas de notre faute en tout cas. Moi j'ai un taux de refus de CDI, et notamment par des indépendants qui disent mais en fait ça me fait peur. J'ai l'impression que je te devrais trop si j'étais en CDI. Donc je veux bien bosser pour toi, mais je vais rester indé. C'est qu'il y a une défiance vis-à-vis du travail, de l'entreprise et donc de son manager. C'est qu'il n'incarne plus un idéal en tout cas. Antoine Fouché, pardon. Moi, pour le coup, là-dessus, ce que je remarque, parce que nous, dans notre entreprise, on n'a que 2 personnes qui ont plus de 30 ans sur les 40 personnes qui bossent chez nous. Donc, en fait, on est vraiment une entreprise où il n'y a que des gens de ma génération. Donc, je parlerai surtout de ce prisme-là. Le prisme que moi je vois là-dessus, c'est surtout que la volonté d'indépendance, c'est vraiment dans le sens de la volonté de ne pas être dépendant. Parce qu'on a vu pendant le Covid, et notre génération était beaucoup marquée par ça, que le fameux CDI qui est censé nous protéger de tout, en fait nous protégeait de rien du tout. Parce qu'il y a des entreprises qui ont coulé pendant le Covid, bon, il y a eu les PGE pour amortir, mais beaucoup d'entreprises se sont trouvées dans l'embarras et avec des vrais problèmes. Et là, pour le coup, le CDI si protecteur n'était plus si protecteur. Et j'ai entendu une phrase d'un mec sur LinkedIn qui s'appelle Thibault Louis, que je salue, que je trouve extrêmement pertinente. Il disait: nos parents rêvaient d'un CDI alors qu'ils auraient dû rêver d'une compétence. Et je trouve que c'est extrêmement vrai à l'époque où, entre indépendant et CDI, la frontière peut être de plus en plus floue. Antoine Fouché. Je pense que c'est pas ce qu'on vient de dire, c'est pas un rejet du travail, c'est pas un rejet de l'entreprise, mais c'est vraiment un rejet, je sais pas, rejet ou résistance à la hiérarchie et la subordination. L'un des critères du salariat dans le code du travail, c'est la subordination. Donc, un manager, c'est ce qui définit. Alors après, dans la pratique, on n'est pas obligé d'appliquer complètement le droit, etc. Mais c'est ce que dit ce contrat. C'est ce que dit le contrat, et c'est même une obligation de l'employeur de fournir du travail et de dire au salarié comment exécuter son travail. C'est en toutes lettres dans le code du travail. Donc c'est très puissant, et là, le refus de CDI, parce que ça on le voit dans les statistiques, les syndicats le savent très bien, à mon avis, il vient surtout de ça, c'est-à-dire je veux travailler, mais je veux travailler en étant le plus autonome et le plus libre possible, parce que quand on fait rapidement le calcul avec un simulateur, pour le même travail, je vais gagner un peu plus d'argent, et surtout, je vais être beaucoup plus autonome, c'est-à-dire je vais pouvoir choisir mes horaires de travail. Si je ne suis pas content du travail que je fais avec toi, je vais aller travailler avec une autre boîte. Si j'ai envie de foncer pour réaliser la tâche du lundi matin au jeudi soir pour pouvoir me prendre 3 jours, je vais pouvoir le faire. Toutes choses qui, quand on est salarié, sont beaucoup plus difficiles. Je ne dis pas impossible, mais beaucoup plus difficiles. Et l'un des... À mon avis, les boîtes est dépendant des patrons, exactement. Et donc sujet à un accord. Et donc, sujet à un accord, on remet sa liberté dans les mains de quelqu'un. Exactement. Mais après, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises, et notamment plus jeunes comme la vôtre, qui ont compris ça et qui essayent, le Graal, me semble-t-il, dans les années qui viennent, ça va être de combiner la sécurité du contrat de travail, parce que quand même, c'est plus facile d'avoir un emprunt bancaire. On parlait d'acheter un appartement tout à l'heure, pardon, mais aujourd'hui, acheter un appartement, c'est impossible. Même loué, complètement. Donc, il y a quand même un truc de, quand même, la vie est moins compliquée quand vous avez un CDI, que vous êtes indépendant. Mais donc, les boîtes qui vont réussir à combiner la sécurité du CDI avec l'autonomie de l'indépendance, et ce que vous disiez, par exemple, en prenant l'exemple de vos consultantes en relation presse. Elles auront tout gagné. Elles auront tout gagné. Et les boîtes qui arrivent à faire ça, c'est elles qui vont prendre les meilleurs talents et les garder. Sauf que c'est très difficile à faire. Parce que le droit
permet pas complètement. Voilà, encore une fois, subordination, temps de travail, exécution, contrôle du temps de travail, respect des horaires de travail, etc. etc. Donc ça suppose vraiment une confiance entre le manager et ses salariés. Et puis, une entreprise, c'est aussi un collectif qui a des contraintes, donc on ne peut pas complètement non plus laisser les aspirations individuelles coexister les unes avec les autres. Mais à mon avis, le défi des entreprises dans les années qui viennent, c'est d'arriver à offrir le maximum d'autonomie avec la sécurité du CDI. Oui, j'allais en venir là, c'est que de toute façon, on n'a pas à le comprendre ou pas, c'est là. Ouais. Donc les boîtes qui ne feront pas ça, qui ne vont pas s'adapter, transformer et améliorer, elles vont fermer. Quand vous avez un resto, j'y reviens, c'est ce que j'ai vécu. Quand vous avez un resto, que vous ne recrutez pas, vous avez deux choix, c'est fermer ou dire que vous êtes complet quand vous ne l'étiez pas. Ça vous est forcément arrivé. Vous êtes forcément allé un jour au resto, on vous a dit désolé, on est complet, vous avez regardé, la salle était à moitié vide, ça vous a gonflé, mais en fait, ils ont peut-être bien fait de ne pas vous prendre parce que vous n'auriez pas vécu un bon moment. D'accord. Moi, je l'ai vécu, ça. C'est hyper dur, hein, quand vous êtes entrepreneur, parce que c'est formidable d'être entrepreneur, c'est des moments de fierté dingue, c'est une formidable voie d'accomplissement de soi. Vous vous levez le matin, vous avez une conviction, vous avez une idée, vous dites je vais en vivre, je vais en faire vivre d'autres gens, je vais tout faire pour faire venir des clients. Dans un resto, vous réfléchissez à votre carte, vous réfléchissez à vos fournisseurs, le bon produit, le bon menu, la bonne déco, le bon emplacement, etc. On met beaucoup de soi, en fait, finalement. Vous mettez de vous réfléchissez, et là, les clients arrivent, ils sont là. Et là, vous leur dites, je peux pas. Mais c'est affreux, donc voilà ce qui va se passer. Mais c'est horrible, elles vont fermer. Et donc, j'y reviens, oui, j'allais venir là-dessus, Antoine a fini son propos sur le sujet de l'individualité. On est, en tant que chef d'entreprise, les garants de l'intérêt collectif, ou en tout cas les garants de l'intérêt individuel de l'entreprise. Et c'est vrai que parfois, ça vient se friter un peu avec l'intérêt individuel des salariés, parce que là, on est en train de faire plein de généralités, mais chaque salarié est différent, avec des aspirations différentes. Dans un resto, il y a des gens qui ne veulent pas travailler le week-end, beaucoup, mais il y en a qui aiment bien. Il y en a qui veulent bosser le matin, d'autres le soir. Il y en a qui veulent pas de coupure. Donc ça demande une sorte d'intelligence. Nous, on a réussi à recruter quand on a réussi à faire des horaires à la carte. On a mis en place la semaine de 4 jours pour celles et ceux qui le voulaient. La semaine de 4 jours en restauration ? Oui, en restauration. Oh, donc ça, 3 jours de repos consécutifs garantis par semaine, même en pleine saison. Ça nous a permis de rester ouvert en 7 sur 7. Incroyable. Avec les rotations. C'était faisable. C'était compliqué, c'était un vrai casse-tête, mais c'était faisable. Et grâce à ça, on s'est retrouvé avec des listes d'attente. On a pu rester ouvert, on a pu choisir. Mais c'est vrai que tout le temps, on a ce sujet-là. C'est OK, je vais essayer, je dois écouter. Pardon, mais ça demande beaucoup d'intelligence humaine. Valorant Moulet-Berthaud, comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est parce que je suis dans cette génération, j'en fais partie, j'ai finalement ces aspirations, donc je comprends les aspirations des personnes qui vont travailler pour moi? Ou est-ce que c'était un projet presque d'entreprise et donc derrière de société, de se dire il faut presque militant, pardon. Non mais c'est une bonne question parce que parmi mes associés, j'en ai un qui est très militant sur ces questions-là et pour qui c'est très important, mais moi à la base c'était plutôt dans le sens inverse. J'étais très antiscolaire comme gars et donc du coup l'idée du CDI pour moi c'était l'idée du prolongement du lycée. Donc c'était pour moi la punition. Donc, je suis presque en fait entrepreneur par nécessité, presque plus que par aspiration au départ. C'est-à-dire il faut que je crée mon propre job parce que j'arriverai pas à survivre dans un job normal. Et je vais assassiner mon patron dans le premier mois de contrat, c'est sûr. Mais je voyais vraiment ce truc au très Fight Club, je ne sais pas si ça parlera à l'imaginaire des gens, mais en gros du travail CDI aliénant. Et en fait, je me suis dit comment on peut créer quelque chose qui m'aurait donné envie à moi de venir bosser en CDI dans cette boîte-là. Et donc du coup, c'est des choses qui sont très simples et qui, franchement, je ne pense pas soient révolutionnaires ou militantes, d'avoir du télétravail au moins 2 jours par semaine pour les équipes, si elles le souhaitent. Il y en a qui ne le souhaitent pas, donc c'est très bien. Le fait d'avoir des locaux de bonne qualité ou qui on se sent bien. On se sent bien. Le fait d'avoir une grande transversalité dans les rapports humains. Pas forcément dans les rapports hiérarchiques, mais dans les rapports humains. Le fait de ne tolérer jamais qu'il y ait des gens qui se parlent mal entre eux, enfin avoir vraiment une grande rigueur là-dessus. Et ça, je ne sais pas si c'est militant et tout ce qui va avec. Je pense juste que c'est un peu nécessaire aussi pour que, même en tant que patron, on vive une belle expérience et qu'on s'amuse bien en fait avec les gens qu'on fait. Et je pense, et je le dis aussi, que je suis biaisé sur un aspect quand même, c'est que nous, on fait partie des boîtes à très forte marge. Et je pense que c'est très différent dans une entreprise qui doit compter les centimes. Et ça, moi, de mon trône du digital parisien, de groupe média, c'est facile de faire la morale. Je ne serais jamais en position de la faire simplement parce que des boîtes qui sont dans l'industrie, qui sont dans la manutention, qui sont dans l'agriculture, la grande distribution, je sais pas. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que vous, mais vous en êtes conscient. Le mot de la fin, Antoine Fouché, ça ressemble à quoi le monde du travail dans 20 ans ?
C'est impossible à dire, mais on peut souhaiter. Alors, voilà, on pourrait souhaiter que ce soit un monde du travail dans lequel les personnes qui travaillent, grâce à leur travail, améliorent leur niveau de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On aurait fini avec cette société d'héritiers. Et où le maximum, le plus grand nombre, parce que ça sera jamais 100%, mais le plus grand nombre de personnes exercent un travail qu'elles ont choisi. Parce que là, donc la question du sens. La question du sens, mais le sens qui vient à partir de l'individu, c'est-à-dire, je ne considère pas que le travail, c'est une nécessité pour survivre, parce que sans travail, je suis pauvre, mais j'ai besoin de travailler pour bien vivre, certes, mais parce que je préfère, si j'avais le choix entre travailler et pas travailler, je travaillerais quand même, parce que je m'épanouis dans mon travail, je me réalise moi-même dans mon travail. Et que ça ne sera jamais 100% des gens, mais si on pouvait en avoir beaucoup plus qu'aujourd'hui, où le maximum d'entre nous choisirait son travail, bien payé, un travail bien payé et bien choisi, ça serait un idéal, je pense, on va croiser souhaitable. Les doigts en une seconde. En une seconde, c'est aussi que plus on crée de régulation et de blocage à l'initiative individuelle, le plus les héritiers garderont leur argent. Et ça, il faut comprendre que c'est mathématique comme système. Et c'est comme ça qu'on casse un peu ce schéma. Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion passionnante sur le sujet du travail. Vous allez voir, on va continuer à en parler dans notre entretien culture. Et je vous l'ai promis, on va continuer de parler d'économie avec un lieu unique en Europe, le premier musée européen entièrement consacré à la matière qu'est l'économie. C'est Citeco, un lieu patrimonial, pédagogique, culturel, où se mêlent des réflexions sur les grands sujets économiques contemporains. En ce moment, la Cité de l'économie accueille l'exposition « Allez hop au travail », le management, toute une histoire dont on va également parler avec nos invités en plateau. Vida Konikovic, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de Citeco. Bonsoir, vous êtes accompagnée en plateau de Sébastien Damar, co-concepteur du Dauphine Musée du management, parce qu'il y a aussi un musée du management et on va bien sûr en parler dans l'émission. Ce musée, il est consacré à l'économie, je pense à Citeco. Est-ce que c'est un musée qui a les codes traditionnels d'un musée, ou est-ce que ça serait plutôt une sorte de lieu hybride, un lieu de réflexion, où on vient réfléchir, se questionner, finalement aller se poser des questions sur des sujets qui nous concernent tous, et ce sujet de l'économie, on vient de le dire, est particulièrement important. Vous avez raison, c'est un lieu hybride qui comprend à la fois un parcours didactique sur l'économie, mais abordé de manière très interactive et ludique, qui s'adresse vraiment à tous les publics dès 6 ans, avec des dispositifs adaptés à chacun. Et puis, c'est aussi un lieu d'effervescence intellectuelle et culturelle qui accueille énormément d'intervenants, d'artistes, de penseurs, de journalistes, et qui met vraiment l'économie en culture et en débat. Sébastien Damar, ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est un lieu qui va aller chercher des publics particuliers, les jeunes publics, parce qu'il y a une dimension, et vous l'avez rappelé, qui est certes ludique, mais qui est aussi pédagogique, évidemment. On est là pour confronter des notions, en apprendre certaines, peut-être en reconsidérer d'autres. Les publics que vous avez cités sont des publics ou d'experts ou de personnes qui peuvent s'y intéresser. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher le grand public ? Alors on a été assez surpris nous, quand on a fabriqué le Dauphine Musée du Management, parce qu'en fait on a ouvert le musée et l'exposition en collaboration avec Citeco, on l'a ouverte au grand public. On a été assez surpris de voir que le grand public était au rendez-vous, venait, avait envie d'apprendre. Et d'ailleurs on a fabriqué nous le musée du management avec ces 3 objectifs que sont l'éducation, c'est-à-dire enseigner, dire ce qu'a été l'histoire du management, avec aussi une volonté d'émancipation, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que des modèles un peu caricaturaux, on essaie de s'en émanciper et puis d'essayer de voir ce qu'est la réalité des choses, ce qu'a été la réalité de Donc vous ne parlez pas que du taylorisme ? Non, on ne parle pas que du terrorisme. Vous allez essayer justement d'aller... Bien que ça soit une donnée intéressante pour comprendre aujourd'hui comment le management a évolué. Hein. Tout à fait. On ne peut pas ne pas faire référence à Taylor, évidemment. Mais il y a une volonté d'émancipation, c'est-à-dire de mettre de côté ces visions un peu caricaturales. Et ça procède aussi d'une volonté d'éducation. Et donc, c'est ça qui est passionnant. On a tout public. On a, comme vous disiez, les jeunes qui se forment au monde du travail, au management, les futurs managers ou les décideurs de demain, comme on dit. On a aussi les consultants, les experts qui viennent là pour peut-être renouveler un certain nombre de leurs modèles, de leur représentation du travail et du management. Et puis on a ce grand public lambda, on va dire, qui vient juste apprendre ce qu'est le management ou peut-être voir un peu différemment les questions autour du management. Moi, une exposition qui s'appelle « Allez hop au travail »,
Déjà, ça m'agace un peu, ça me titille, et puis je me dis, c'est génial. Enfin, j'ai envie d'aller découvrir ce qui se cache derrière. J'ai envie d'aller comprendre. Et on en a parlé pendant toute la première partie de l'émission. C'est vrai que c'est des enjeux qui sont au cœur de nos sociétés, au cœur de nos individualités aussi. Et c'est là où c'est absolument passionnant, c'est que c'est des sujets qui nous concernent tous dans des proportions différentes. Donc on imagine que chacun est libre de se sentir concerné par ces sujets. Tout à fait. L'exposition est ouverte jusqu'au 1er juin, donc on peut encore. Il y a du temps pour accueillir évidemment des publics. Du temps pour y accueillir. Et au sein de l'exposition, on a aussi développé des jeux. Par exemple, il y a un jeu où un groupe de jeunes chacun prend un rôle en fait dans une entreprise et puis on distribue des compétences et tous ensemble, ils doivent construire un objet. Et on voit en faisant varier différents paramètres si on y arrive ou pas. Donc l'idée, c'est vraiment une pédagogie interactive où chacun devient acteur. Parce que c'est de cette manière-là, finalement, qu'on ressent vraiment les mécanismes à l'œuvre dans le management ou dans l'économie, qu'on les comprend et qu'on les retient. J'aimerais qu'on reparle un peu de Citeco. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier musée d'Europe qui est entièrement consacré à l'économie. Un musée qui se trouve dans un lieu patrimonial, un monument historique. C'est l'hôtel Gaillard. C'est un ancien hôtel particulier, succursale de la Banque de France. Un véritable château urbain de style Renaissance. Est-ce que c'est important aussi de mettre à l'honneur finalement ces sujets, de leur donner une place de choix dans un lieu qui leur est dédié et dans un cadre finalement qui peut être celui d'un musée au sens traditionnel du terme? Est-ce que vous considérez que c'est majeur? Mais tout à fait, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est aussi d'attirer un public plus large. Parce que c'est vrai que les Français, quand on regarde un petit peu les enquêtes d'opinion, s'intéressent davantage au patrimoine et aux beaux-arts qu'à l'économie. Donc souvent, on a des visiteurs intéressés, curieux de belles pierres, qui viennent attirés par les tourelles, les gouttières, la salle de bal, les boiseries sculptées, les voûtes néogothiques. C'est une manière d'attraper aussi un peu des publics, j'imagine. Exactement, tout à fait, et qui finalement se laissent séduire par le parcours sur l'économie. Et c'est aussi, vous avez raison, important de mettre l'économie dans un écrin somptueux au cœur de Paris, dans le 17e arrondissement, juste au-dessus du parc Monceau. Donc vraiment de lui offrir une place de choix, puisque comme vous l'avez dit, d'autres musées sur l'économie n'existent pas, alors que c'est un sujet tellement important au quotidien pour tout le monde. On sait à quel point la question du travail, du pouvoir d'achat, de la rémunération, des nouveaux modes de management est centrale dans les priorités des Français. Est-ce que vous avez vraiment ressenti un besoin, finalement, une sorte de puits de questions dans lequel vous avez dit, OK, il va falloir qu'on commence à y répondre parce qu'il y a ce besoin, il y a cette envie de ces publics de mieux comprendre ces sujets? Oui, c'est une vraie envie. Tout à l'heure, ça m'a donné envie de réagir sur le fait qu'en fait, de faire des expositions, des musées consacrés au travail et au management, c'est une façon d'interroger une grande partie du quotidien, finalement, d'un certain nombre de publics. Que ce soit du quotidien parce qu'on est expert du travail, expert du management, ou parce que simplement, juste, on travaille. On travaille, bien sûr. En réalité. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire ça questionne même le vivre ensemble, ça questionne en fait des choses assez fondamentales dans nos sociétés. On est, qu'on le veuille ou non, que les choses aient ou pas changé depuis le Covid ou pas, encore dans une société où le travail a un rôle majeur dans les processus de socialisation, dans tout un tas de processus hyper intéressants et passionnants à étudier. Donc, de facto, en fait, ces sujets-là, ils sont au cœur des préoccupations. Et quand, par ailleurs, nous, on fait venir du grand public dans notre musée du management à Dauphine, alors on n'a pas cet écrin, nous c'est les anciens bâtiments de l'OTAN, c'est beaucoup moins funky et beaucoup moins sympa que d'autres grands bâtiments à Paris. Mais néanmoins, on voit venir des gens qui sont, on le voit, dès qu'ils arrivent, qui viennent avec des bagages remplis de questions. Ils sont demandeurs. Ouais, demandeurs sur des sujets qui sont pour eux des sujets de souffrance parfois, qui sont parfois pour eux des sujets, juste des sujets d'un grand intérêt, qui sont, voilà, on sent qu'en fait, on questionne des choses qui sont presque parfois de l'ordre de l'intime. Bien sûr. Le rapport au travail, c'est aussi... C'est intéressant ce que vous dites sur le rapport à l'intime. Et donc, ces gens viennent avec ces bagages-là. Et parfois, on sent que, en fait, on fait notre visite du musée ou même à Citeco, les gens déambulent, etc. Et puis, d'un seul coup, ils déversent un flot de questions qui sont en fait un flot de préoccupations, un flot de vécu, un flot de situations qu'ils ont eu à gérer comme ils peuvent avec leurs petits bras. Et puis, et voilà, tout ça, c'est passionnant, en fait, de se dire que dans ce genre de lieu, en fait, on vient là réellement questionner des préoccupations assez fondamentales et intimes. J'aimerais qu'on écoute, si vous le voulez bien, Juliette Funès. Elle était au micro de Thibaut Gauthier dans une émission du Figaro qui s'appelle Le Figaro la nuit. Elle évoquait le mal-être au travail et la proportion stratosphérique de burn-out aujourd'hui. Et elle évoquait justement la manière dont les entreprises essayent d'y répondre. Je vous propose qu'on l'écoute et je vous fais réagir tous les deux dans la foulée.
Donc les entreprises sont engouffrées dans des process bonheuristes. Ils ont mis, et vous rentrez là dans n'importe quelle grande entreprise, vous avez les billards, les baby-food, les rooftops végétalisés avec les pommes, les tomates cerises et les citrouilles, les smoothies. Ça existe vraiment, les les Chief Happiness Officer. Non, mais parce que évidemment c'est un mythe, j'ai l'impression que c'est plus un cliché. C'est un emploi fictif, clairement. Mais donc ça existe vraiment. Il y en a dans des entreprises, moi j'en ai rencontré, parce que comme j'ai un peu charrié ce métier, je disais que c'était un emploi fictif pour les raisons que je viens d'évoquer, pas par jugement de valeur, mais parce que pour les 3 raisons, c'est subjectif, c'est contingent et ça excelle de la sphère professionnelle. Rien que pour ces 3 arguments-là, c'est très difficile de faire du bien-être l'objet d'une fonction. Le Chief Happiness Officer, qui fait partie finalement de cette nouvelle organisation de société, de ces nouveaux modes de conception du travail. Est-ce que vous êtes confronté justement à ces questionnements de bien-être, on parlait, Juliette Funès évoquait les baby-foot, les tireuses à bière en entreprise. Est-ce que c'est des questionnements que vous voyez émerger? Oui, tout le temps. En fait, je reprends les personnes qui viennent visiter le musée, viennent avec ces questions aussi de réinterroger ce qui fait mode en management. Donc le Chief Happiness Officer, etc. Est-ce que c'est un emploi fictif pour vous? Non, je pense que c'est pas un emploi fictif. Ça correspond en fait à une préoccupation qui n'est pas fictive. Tout à fait. Voilà. Qui est celle de la quête de sens au travail, du bonheur et de l'épanouissement dans son environnement de travail. Et j'ajouterais que c'est même une quête auquel ont répondu depuis maintenant très 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 longtemps des hommes d'entreprise un peu en avance sur leurs époques et un peu progressistes. André Citroën avait, dans les années 1910-1920, avait mis des cinémas dans ses usines. Bon, on n'est pas très loin de la salle de billard ou de la salle de flipper ou de baby-foot aujourd'hui chez Google ou autre. Donc c'est des questionnements qui ont toujours été plus ou moins ces questionnements. En fait, l'idée fondamentale, c'est de se dire le salarié, quand il vient travailler, en fait, il ne vient pas travailler de la même façon selon que des conditions matérielles et de bien-être et de sens même ont été ou pas satisfaites. Et quand c'est réuni, on est peut-être plus disposé à travailler dans de bonnes conditions. D'un certain point de vue, c'est un questionnement très pragmatique. Tout à fait. Si on veut que nos salariés soient effectivement efficients, productifs, eh bien, on a peut-être intérêt à travailler sur ces trucs-là, sur ces sujets-là. Alors maintenant, est-ce que le Chief Happiness Officer est un emploi fictif ? Ça dépend. Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a un piège quand même. Il y a un piège de considérer que la question pourrait être totalement versé dans les bras de ce Chief Happiness Officer et donc de s'en débarrasser, enfin que les autres fonctions de l'entreprise s'en débarrassent. Il y a un piège. Et il y a éventuellement même un effet un peu vicieux, c'est-à-dire que de considérer que il y a le Chief C'est comme les sujets qui sont liés, bien sûr, à la responsabilité sociale des entreprises. Exactement. Où on met un chef RSE qui est chargé de mettre en place une politique green dans l'entreprise. Les conditions de bien-être, les conditions de bonheur au travail, en fait, normalement, c'est un sujet qui est global, systémique, qui est intégré pleinement dans toutes les fonctions de l'entreprise, normalement. Et qui doit rayonner, évidemment, pour que ça fonctionne bien. Ce qui est très intéressant à Citéco, c'est que dans le cadre des expositions que vous organisez, des thématiques que vous traitez des sujets d'utilité publique. On vient de dire que l'économie et le travail, ça nous concernait tous, mais vous parlez aussi du rapport entre le travail et les femmes. On sait que ça a été un rapport compliqué qui a été traité dans le cadre d'une exposition à Citéco. La personnalité de Simone Veil, que vous avez également décidé de mettre à l'honneur. La question de l'énergie, de la manière dont on la consomme, de la manière dont on l'utilise. On se rend compte que c'est vrai que le terme économie peut être un peu barbare, il peut faire un peu peur, il peut faire penser à une matière, à l'école, qui peut avoir été synonyme, elle aussi, de souffrance. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des sujets qui sont connectés et qui sont passionnants. Tout à fait. Nous, vraiment, l'économie est une science humaine. Et du coup, ce qui intéresse le public et ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est tous ces liens entre l'économie et la société. Le travail des femmes a été traité à travers Simone Veil, récemment à travers une exposition de photographie de Janine Niepce sur les femmes et le travail. Et on va continuer de le travailler encore dans les années à venir. Voilà, ce sont des préoccupations finalement très humaines. Nous, dans l'émission, on avait parlé de cette exposition parler d'économie avec Astérix et Obélix comme prisme. J'avais trouvé ça absolument génial parce qu'on parlait de fiscalité, on parlait de chômage, on parlait évidemment de rémunération, de salaire versé, de coûts durs de la vie. Et ce que je trouve absolument génial, c'est de se rendre compte à quel point l'économie est omniprésente dans ses œuvres, évidemment,
dans la culture contemporaine, et puis finalement dans chaque moment de notre quotidien, et parfois on a du mal à s'en rendre compte. Est-ce que c'est aussi une porte d'entrée qui vous amuse, qui vous plaît, de vous dire bah oui, on va aller justement chercher des histoires rigolotes à raconter pour aller chercher évidemment et capter un public, j'imagine. Tout à fait. En tant que communicant, on a un vrai défi d'amener le public vers ce sujet où les gens, voilà, le week-end, ils ont peut-être plutôt envie de se reposer, d'être sur des sujets plus ludiques. C'est vrai qu'Astérix et Obélix avaient été un énorme succès. Et on continue toujours cette réflexion. C'est pour ça qu'on a une approche ludique. Bientôt, on va programmer du yoga. Enfin, voilà, on cherche du yoga avec l'économie. Vous voyez, c'est ça que je trouve génial. Exactement. Quel est le rapport? Alors, on a à la fois une quête d'équilibre dans les deux disciplines. Voilà. Et puis aussi, après une visite un petit peu ardue, c'est important aussi de se détendre. Le monde connaît de nouvelles fractures, de nouvelles frictions. Et voilà, il faut vraiment allier les deux. C'est génial parce qu'on se rend compte en fait que c'est une matière qui est assez inépuisable et la manière dont on va puiser dedans nous permet de traiter de thématiques qui sont géniales. C'est vrai pour le management, c'est vrai dans cette exposition qui nous explique d'où vient ce mot qui est quand même galvaudé parce qu'on l'utilise dans tous les sens du terme, à tort et à travers. On nous explique aussi l'histoire pour mieux comprendre ce que ça a pu vouloir dire et donc les implications que ça peut avoir aujourd'hui. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les questionnements qui sont plus philosophiques, peut-être éthiques aussi, sur la question du contrôle, de la rationalisation, des questionnements, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, qui sont plus intimes. Oui, plus intime. Il y a effectivement des questions qui sont un peu des lignes qui ont traversé toutes les époques en management, le contrôle, la rationalisation, on parlait de Taylor tout à l'heure. C'est important quand même, Taylor, on est obligé d'en parler parce que quand même, aujourd'hui, beaucoup de nos façons de faire du management découlent du Taylorisme. Découlent du Taylorisme. Bien sûr. Alors, on peut trouver ça dommage, on peut trouver ça moyen, on peut trouver ce qu'on veut. Il faut être très lucide et très clair, parce que la façon dont on fait du management dans les hôpitaux, à l'université, dans une entreprise, dans une organisation, y compris non gouvernementale, enfin ou humanitaire, beaucoup de choses découlent quand même de ce qui a été proposé par Taylor quand il a proposé le management scientifique dans les années 1910. Et puis il y a des sujets de fond comme le contrôle, par exemple. Le contrôle, moi je commence souvent la visite du Dauphine Musée du Management en parlant du contrôle et en disant que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais il est vrai que quand on remonte un peu dans l'histoire et qu'on parle qu'on voit ce qui a été écrit, dit sur le management, beaucoup a été dit et écrit sur comment est-ce qu'on contrôle, au sens franco-français du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on surveille. On a une magnifique pointeuse qui est au centre de notre musée du management, qui est l'archétype du contrôle, le livret ouvrier, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant et pourquoi est-ce que là encore ça questionne l'intime? Parce que du coup ça questionne notre rapport à la liberté, notre rapport au temps, le temps que l'on passe sur le lieu de travail, le temps que l'on passe derrière la question de l'épanouissement. La question de l'épanouissement, du temps disponible. Exactement. Donc c'est assez passionnant de réinterroger finalement des sujets de philosophie à travers l'histoire du management. Une dernière question sur la programmation à venir. On a parlé du yoga. Est-ce que vous avez des projets en cours? À quoi vous ressemblez finalement les prochaines semaines, les prochains mois, surtout de programmation? Tout à fait. Alors, on prépare une exposition dédiée aux enfants et aux familles à partir de la Toussaint. On a interrogé les enfants sur les sujets qui les intéressent. Et finalement, ce qui les intrigue le plus, c'est la thématique de l'argent, dont on parle assez peu en France. Donc, ça va être intéressant de permettre aux familles de passer un moment convivial autour de ce sujet. On prépare aussi toute une saison culturelle sur la mondialisation. D'accord. Voilà, avec une exposition photo d'un photographe sur ce thème. On va interroger à la fois les aspects commerciaux, migratoires, environnementaux, enfin vraiment au sens très large. Encore une fois, de manière très holistique et aussi philosophique. Voilà, avec une programmation de théâtre, de musique. C'est toujours vraiment pluridisciplinaire. Voilà. Donc cette programmation qui sera à découvrir, à retrouver, j'imagine, sur le site de Citeco. Et en attendant, on va voir cette exposition consacrée au management qui s'appelle « Allez hop, au travail ». Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve dès demain dans l'émission Bienvenue en Ile-de-France. Excellente soirée.